Jalaluddin Muhammad Akbar, connu par la postérité sous le nom d'Akbar le Grand, est né le 15 octobre 1542, dans la forteresse du Markod dans le Sindh. Sa naissance eut lieu pendant une période de grands troubles pour son père, l'empereur moghol Humayun, qui avait été chassé de son trône et vivait en exil. Le début de la vie du jeune prince fut marqué par l'instabilité et le danger, un contraste frappant avec la grandeur qu'il commanderait plus tard. Il passa ses années de formation sur les terrains accidentés de l'Afghanistan, loin des cours opulentes de Delhi et d'Agra avancées. Tandis que son père cherchait à reconquérir son empire perdu, Akbar fut élevé par ses oncles, Kamran Mirza et Askari Mirza. Fait intéressant, malgré sa vive intelligence et sa curiosité insatiable, Akbar n'apprit jamais à lire ni à écrire, un fait que les historiens attribuent à son éducation tumultueuse et peut-être à la dyslexie. Cependant, son manque d'alphabétisation formelle n'empêcha pas son éducation. Il possédait une mémoire prodigieuse et un amour profond pour la connaissance. Il se faisait lire par des érudits des ouvrages de sa vaste bibliothèque, qui contenaient des œuvres sur l'histoire, la religion, la philosophie et la science pensée. En 1556, à l'âge tendre de 13 ans, la vie d'Akbar prit un tournant dramatique avec la mort soudaine de son père, Humayun. Le jeune garçon hérita d'un empire fragile et très diminué, sailli d'ennemis de tous côtés. Sa prétention au trône fut immédiatement contestée par Aimu, un formidable général hindou qui avait capturé Delhi et Agrappan. Le sort de la dynastie moghole reposait sur les épaules de l'empereur adolescent et de son fidèle régent, Bairam Khan. La deuxième bataille de Panipat, livrée en novembre 1556, fut un moment charnière de l'histoire de l'Inde. Bien qu'en infériorité numérique, l'armée moghole, sous le commandement stratégique de Bairam Khan, combattit avec une détermination féroce. Une flèche perdue frappa Aimu à l'œil, renversant le cours de la bataille en faveur des Moghols. La victoire à Panipat assura le trône d'Akbar et jeta les bases du vaste empire moghol qui fleurirait sous son règne. Sous la direction de Bairam Khan, Akbar entreprit la tâche ardue de consolider son pouvoir et d'étendre ses territoires. Il se lança dans une série de brillantes campagnes militaires, démontrant son génie inné en tant que stratège et meneur d'hommes. La conquête du Malwa, en 1561, fut l'un de ses premiers succès militaires. Il tourna ensuite son attention vers les fiers et indépendants royaumes, Rajputs du Rajputana Pantu. La politique d'Akbar envers les Rajputs était un mélange magistral de puissance militaire et de conciliation diplomatique. Il assiégea la formidable forteresse de Chittorgarh en 1567, un bastion de la résistance Rajput. La chute de Chittorgarh, après un siège long et sanglant, fut un coup majeur pour la fierté Rajput. Cependant, Akbar forma aussi des alliances avec de nombreux dirigeants Rajputs par le mariage, y compris la princesse d'Amber, Jodhabai. Ces alliances matrimoniales assurèrent non seulement la stabilité politique, mais favorisèrent également une synthèse culturelle unique au sein de la cour moghole. La conquête du Gujarat en 1573 fut une victoire stratégique importante, donnant aux Moghols l'accès aux riches routes commerciales maritimes. Pour commémorer cette victoire, Akbar construisit le magnifique Buland Darwaza, porte de la magnificence, dans sa nouvelle capitale, Fatehpur Sikri. Ses campagnes au Bengale et au Bihar étendirent davantage les frontières de son empire vers l'est. À la fin de son règne, l'empire d'Akbar s'étendait de l'Himalaya au nord, à la rivière Godavari au sud, et de l'Afghanistan à l'ouest, au Bengale à l'est. Mais le génie d'Akbar ne se limitait pas au champ de bataille. Il était aussi un administrateur visionnaire et un homme d'État clairvoyant. Il introduisit une série de réformes administratives révolutionnaires qui centralisèrent et renforcèrent le gouvernement moghol. Le système Mansabdari, un système unique de classement des fonctionnaires gouvernementaux, fut l'une de ses innovations les plus importantes. Ce système créa une bureaucratie loyale et efficace, les fonctionnaires étant payés en espèces plutôt qu'avec des concessions foncières. Les réformes des revenus fonciers d'Akbar, développées en collaboration avec son brillant ministre des Finances, Raja Todar Mal, furent tout aussi transformatrices. Le système Yoga Zabt impliquait un relevé détaillé des terres et une évaluation équitable des revenus, apportant un soulagement à la paysannerie. L'aspect peut-être le plus remarquable du règne d'Akbar fut sa politique de tolérance religieuse, un concept très en avance sur son temps. Il abolit la AGB Jizya, un impôt discriminatoire sur les non-musulmans, et la taxe de pèlerinage, gagnant ainsi la loyauté de ses sujets hindous. En 1575, il construisit la Gaba Ibada Kanayo, maison du culte, à Fatehpur Sikri,
un forum unique pour les débats religieux et philosophiques. Il invita des érudits, des mystiques et des théologiens de toutes les confessions, islam, hindouisme, christianisme, jaïnisme et zoroastrisme, pour discuter des principes de leurs croyances. Ces discussions, bien que souvent houleuses, exposèrent Akbar à un large éventail d'idées spirituelles et philosophiques. Et sa quête de vérité spirituelle le conduisit à formuler un credo syncrétique appelé Yobé Din Ia la foi divine, la foi divine, la foi divine. Le Din Ilahi n'était pas une nouvelle religion, mais plutôt un système éthique qui mettait l'accent sur des vertus comme la piété, la prudence et la bonté, points. Il tirait des éléments de diverses religions, reflétant la croyance d'Akbar en une vérité universelle qui transcendait les divisions sectaires. Akbar ne chercha jamais à imposer le Din Ilahi à ses sujets. Il resta un petit ordre d'élite composé de ses plus proches disciples. Sa politique de Yahweh Sulikul, Dieu, paix universelle, devint la pierre angulaire de sa gouvernance, promouvant l'harmonie et la coopération entre les diverses communautés de son empire. Akbar était aussi un grand mécène de l'art, de l'architecture et de la littérature, et sa cour devint un centre vibrant de culture et d'apprentissage. Il commanda la construction de nombreux bâtiments magnifiques, y compris la nouvelle ville capitale de Fatehpur Sikri. Cette aiguille de la victoire était un chef-d'œuvre de l'architecture moghole, mélangeant les styles persans, indiens et d'Asie centrale. Le fort d'Agra, une forteresse massive en grès rouge, fut une autre de ses réalisations architecturales majeures. Sous son patronage, l'art de la peinture miniature atteignit de nouveaux sommets de raffinement et de créativité. Il créa un atelier royal où des artistes de différents horizons collaborèrent pour créer un style de peinture moghole unique. Le Yagua Hamzanama, un manuscrit illustré des aventures de Hamza, l'oncle du prophète Mahomet, est un chef-d'œuvre célèbre de cette période. Akbar commanda également la traduction de nombreux classiques sanscrits, tels que le Mahabharata et le Ramayana, en persan, Ion. Sa cour était ornée par les Shigatinaratnas 9 joyaux, un groupe d'individus exceptionnellement talentueux qui excellaient dans leurs domaines respectifs. Ceux-ci incluaient le conseiller spirituel et plein d'esprit Birbal, le musicien légendaire Tansen et le brillant ministre des Finances Rajat Todarmal. Les dernières années du règne d'Akbar furent entachées par des tragédies personnelles et la rébellion de son fils aîné, Salim. Salim, impatient de monter sur le trône, se déclara empereur et établit une cour rivale à Allahabad. Un de ses deux autres fils, Murad et Daniel, dû à l'alcoolisme, causa à Akbar un immense chagrin. Malgré ses revers personnels, Akbar continua de gouverner son vaste empire avec sagesse et prévoyance jusqu'à sa mort en 1505. Il fut enterré dans un magnifique mausolée à Sikandra, près d'Agra, un hommage digne de l'un des plus grands souverains de l'histoire. L'héritage d'Akbar est celui d'un dirigeant visionnaire qui construisit un empire puissant et prospère basé sur les principes de tolérance, de justice et de syncrétisme culturel. Il reste une figure imposante de l'histoire indienne, un témoignage de l'idée qu'un grand leader peut unir un peuple diversifié et créer un âge d'or de paix et de prospérité. L'histoire d'Akbar n'est pas seulement l'histoire d'un empereur, mais l'histoire d'une idée, l'idée d'une société pluraliste et harmonieuse. Son règne sert de rappel puissant que la vraie force ne réside pas dans l'uniformité, mais dans la célébration de la diversité. La formation militaire précoce d'Akbar en Afghanistan affina ses compétences de guerrier et de chef dès son plus jeune âge. Sa capacité à commander la loyauté de ses troupes était légendaire, et il menait souvent ses armées depuis le front. L'armée moghole sous Akbar était une force de combat redoutable, équipée d'une artillerie moderne et d'une cavalerie bien organisée. Les techniques de guerre de siège d'Akbar étaient particulièrement efficaces, comme le démontra la prise de nombreux forts redoutables. Sa bravoure personnelle au combat était une source d'inspiration pour ses soldats et une cause d'inquiétude pour ses conseillers. La conquête de la région fertile et prospère du Bengale fut un coup de pouce économique majeur pour l'empire moghol. Les campagnes d'Akbar dans le Décan visaient à étendre l'influence moghole dans le sud de l'Inde. La prise de la formidable forteresse d'Assirgar en 1601 marqua le point culminant de ces campagnes du Décan. Les succès militaires d'Akbar n'étaient pas seulement dus à son génie tactique, mais aussi à sa capacité à s'adapter à différents terrains et styles de combat. Il était un maître de la logistique, veillant à ce que ses grandes armées soient bien approvisionnées même dans des territoires éloignés et hostiles. L'intégration des guerriers Rajputs dans l'armée moghole fut un coup de maître de stratégie politique et militaire.
Ses alliés Rajputs apportèrent avec eux leur propre tradition martiale et leur expertise, renforçant encore l'armée moghole. Le règne d'Akbar fut une période de paix et de stabilité relative au sein de l'Empire, ce qui permit une croissance économique sans précédent. Le développement d'une monnaie uniforme et d'un système normalisé de poids et mesure facilita le commerce. La Grand Trunk Road, une artère majeure du commerce, fut réparée et étendue pendant son règne, reliant les coins reculés de l'Empire. Le mécénat d'Akbar pour l'artisanat et l'industrie conduisit à la production de textiles, de tapis et de ferronneries de haute qualité. La ville de Fatehpur Sikri, bien qu'abandonnée plus tard, était un témoignage de la vision d'Akbar d'une capitale grandiose et belle. Ses palais, mosquées et bâtiments publics furent conçus pour créer un environnement urbain harmonieux et inspirant. Le tombeau de Salim Chishti, un saint soufi qui avait béni Akbar avec un fils, est une belle structure en marbre au sein du complexe de Fatehpur Sikri. L'intérêt d'Akbar pour toutes les religions était authentique et profondément enraciné, découlant de sa propre curiosité spirituelle. Il avait souvent des discussions privées avec des yogis, des saints soufis et des prêtres jésuites, cherchant à comprendre leurs pratiques spirituelles. Sa vénération pour le soleil, influencée par le zoroastrisme et les anciennes traditions indiennes, était une pratique spirituelle personnelle. L'influence de ses épouses Rajput joua également un rôle dans le façonnement de sa vision, tolérante et inclusive. L'Ebi Akbarnamah, la chronique officielle de son règne, écrite par son historien de cour, Abul Fazel, est une riche source d'informations sur sa vie et son époque. Les illustrations de l'Akbarnamah sont un trésor de l'art moghol, capturant le dynamisme et la vitalité de l'époque. L'amour d'Akbar pour les animaux est évident dans les nombreuses peintures qui le dépeignent chassant, apprivoisant des éléphants sauvages et interagissant avec ses animaux préférés. Il avait une affection particulière pour son éléphant, Hawaii, qu'il montait dans de nombreuses batailles. Les histoires de l'esprit et de la sagesse de son conseiller, Birbal, sont populaires dans le folklore indien à ce jour. Le génie musical de Tansen, un autre de ses 9 joyaux, remplissait la cour moghole de mélodies enchanteresses. Le système judiciaire d'Akbar était connu pour son équité et son impartialité, l'empereur lui-même étant la plus haute cour d'appel. Il introduisit des réformes du processus judiciaire, nommant des fonctionnaires pour s'assurer que les affaires étaient entendues et tranchées rapidement. L'histoire de la rencontre d'Akbar avec le saint soufi, Salim Chishti, est une légende populaire associée à sa vie de brine. La naissance de son fils, Salim, le futur empereur Jahangir, fut considérée comme l'accomplissement de la prophétie du saint. La relation d'Akbar avec son fils Salim est complexe et souvent tendue, une source de grande douleur pour l'empereur vieillissant. Malgré la rébellion de Salim, Akbar lui pardonna finalement et le désigna comme son successeur. La mort d'Akbar en 1605 marqua la fin d'une ère, mais son héritage continue d'inspirer et d'influencer l'Inde à ce jour. Sa vision d'une société laïque et pluraliste, où les gens de toutes confessions pouvaient vivre en harmonie, reste aussi pertinente aujourd'hui qu'elle l'était il y a 4 siècles. Les merveilles architecturales qu'il a construites, telles que Fatehpur Sikri et le fort d'Agra, témoignent de la gloire de son règne. Les peintures miniatures vibrantes de son époque offrent un aperçu vivant de la vie et de la culture de l'Inde moghole. L'histoire d'Akbar le Grand est un récit intemporel d'un dirigeant qui n'était pas seulement un conquérant, mais un véritable bâtisseur de nations. Son règne est un chapitre d'or de l'histoire de l'Inde, une période de créativité, d'innovation et d'illumination extraordinaire. La curiosité intellectuelle d'Akbar ne se limitait pas à la religion. Il s'intéressait également à la science et à la technologie pointue. On dit qu'il a commandé la création du premier globe céleste sans soudure au monde. Sa fascination pour l'art et la culture européen se reflète dans les œuvres de ses peintres de cour. La présence de missionnaires jésuites à sa cour a fourni un lien direct avec les courants intellectuels et artistiques de l'Europe de la Renaissance pointitienne. La routine quotidienne d'Akbar était un modèle de discipline et d'efficacité, équilibrant ses devoirs administratifs avec ses intérêts personnels. Il travaillait souvent tard dans la nuit, se penchant sur les papiers de l'État et dictant des ordres à ses scribes. Son souci du bien-être de ses sujets était authentique, et il mit en œuvre plusieurs mesures de réforme sociale. Il découragea la pratique de la Ekebe Sati-yo, immolation des veuves, et légalisa le remariage des veuves. Il releva également l'âge du mariage pour les garçons et les filles, une mesure progressiste pour son époque. L'empire d'Akbar était un creuset de culture,
avec des gens de différentes parties du monde affluant vers sa cour et ses villes. La fusion culturelle qui eut lieu pendant son règne donna naissance à de nouvelles formes d'art, de musique et de cuisine. Le développement de la langue ourdou, un mélange de persan, d'arabe et de dialectes indiens locaux, fut un produit de cette synthèse culturelle. La bibliothèque personnelle d'Akbar était légendaire, contenant plus de 24 000 volumes, qui lui étaient tous lus. Son amour pour les livres était si grand qu'il emmenait une bibliothèque mobile avec lui, même lors de ses campagnes militaires. L'histoire des 9 joyaux d'Akbar témoigne de sa capacité à reconnaître et à nourrir le talent, quelle que soit son origine. Son règne fut une période d'effervescence intellectuelle où les nouvelles idées étaient les bienvenues et les vieux dogmes remis en question. L'héritage d'Akbar ne concerne pas seulement ses conquêtes et ses réformes administratives, mais aussi sa vision humaniste et compatissante de la vie. C'était un dirigeant qui comprenait vraiment l'importance de gagner les cœurs et les esprits de son peuple. Le nom Yaka Akbar Yue lui-même signifie Eke Grand O Yue, un titre qu'il a vraiment mérité par ses actions et sa vision. L'histoire de sa vie continue d'être une source d'inspiration pour les dirigeants et les citoyens, un rappel du pouvoir transformateur d'un dirigeant véritablement éclairé. La ville de Lahore a également prospéré sous Akbar, servant de capitale pendant un certain temps. Il construisit le Garga Shish Mahal Yue, palais des miroirs, au sein du fort de Lahore, un exemple éblouissant de l'art décoratif moghol. La fascination d'Akbar pour différentes confessions le conduisit à faire traduire les évangiles chrétiens en persan. Il autorisa même la construction d'une église à Agra, symbole de sa tolérance religieuse. Les efforts d'Akbar pour créer un terrain d'entente pour toutes les religions ne furent pas toujours compris ou appréciés par les éléments orthodoxes de sa cour. Le Yago Azhar, Namaje, un décret qui donnait à Akbar l'autorité d'interpréter la loi religieuse, fut une décision controversée. Malgré l'opposition, Akbar resta ferme dans sa conviction que le dirigeant avait le devoir d'être un guide spirituel pour son peuple. Son règne vit un épanouissement du mysticisme soufi, et il avait lui-même un grand respect pour les saints soufis. Les réalisations culturelles du règne d'Akbar eurent un impact durable sur tout le sous-continent indien. La cuisine yoghe-moghole, rogue, avec ses plats riches et aromatiques, est un héritage direct de la fusion culinaire qui eut lieu dans les cuisines d'Akbar Ponto. Les traditions musicales de la musique classique hindoustanie furent également enrichies par le mécénat de la cour d'Akbar Ponto. La vision d'Akbar d'un empire fort et centralisé était un précurseur de l'État-nation moderne. Sa capacité à gérer un empire vaste et diversifié avec une telle efficacité fut une réalisation administrative remarquable. La mémoire d'Akbar le Grand est chérie en Inde comme celle d'un roi juste et bienveillant, un véritable Yobo, empereur du peuple O. Sa vie est une leçon puissante de leadership, de tolérance et de poursuite de la connaissance. La perte précoce de sa mère, Ida Banu Begum, eut un impact profond sur le jeune Akbar Pandin. Sa relation avec sa mère adoptive, Mahamanga, était complexe et souvent chargée d'intrigues politiques. Le Yaga gouvernement des Jupons, Yeu, de Mahamanga, et de son fils, Adam Khan, fut une période difficile au début du règne d'Akbar Pensea. L'affirmation par Akbar de son indépendance vis-à-vis de l'influence d'Ahamanga marqua sa véritable entrée dans l'âge adulte en tant que dirigeant. L'exécution de son frère de l'ère rebelle, Adam Khan, fut une décision difficile mais nécessaire pour Akbar. Cet événement envoya un message clair que personne, pas même sa propre famille, était au-dessus de la loi dans l'empire d'Akbar. Le respect d'Akbar pour toutes les religions s'étendait aux Jains, et il fut profondément influencé par leur principe d'Eiga, Ahimsa Yo, non-violence. Il publia des décrets restreignant l'abattage des animaux certains jours de la semaine, un geste de respect pour les croyances Jain. Les interactions d'Akbar avec les Parsis, zoroastriens, le conduisirent à adopter certains rituels parsis, tels que la vénération du feu. Le feu sacré à la cour d'Akbar était maintenu et allumé en permanence, symbolisant la lumière éternelle de la divinité. L'intérêt d'Akbar pour le christianisme le conduisit à inviter des prêtres jésuites de Goa à sa cour, à Fatehpur Sikri. Il traitait les pères jésuites avec un grand respect et s'engageait dans de longues discussions avec eux sur la théologie chrétienne. Il leur permit même de construire une chapelle dans l'enceinte du palais et de baptiser les convertis. L'Abbi Aani Akbari Yue, Constitution d'Akbar, écrite par Abul Fazl, est un registre statistique détaillé de l'empire d'Akbar Pente. Cette œuvre monumentale fournit un aperçu inestimable des conditions sociales, économiques et politiques de l'Inde du Essentiation.
Le système postal d'Akbar était remarquablement efficace, avec un réseau de coureurs et de cavaliers transportant le courrier à travers le vaste empire. Son réseau de renseignement était également très efficace, le tenant informé des événements dans chaque coin de son empire. La politique d'Akbar de promotion du commerce conduisit à une période de grande prospérité pour la classe marchande de pain. La ville d'Agra, sa capitale, devint un centre majeur du commerce international, attirant des marchands d'Europe et d'Asie centrale. L'amour d'Akbar pour les jardins se reflète dans les nombreux beaux jardins qu'il aménagea, tels que le Rambagh à Agra. Ces jardins n'étaient pas seulement des lieux de loisirs, mais aussi des lieux de réunions importantes et d'événements culturels. La vie personnelle d'Akbar fut marquée par un amour profond pour sa famille, malgré les défis politiques qu'il posait parfois. Son chagrin à la mort de sa mère et de ses fils fut profond et très personnel. L'histoire d'Anarkali, une courtisane légendaire à la cour d'Akbar, et de son amour tragique pour le prince Salim, est un conte populaire mais, historiquement, non prouvé. Le règne d'Akbar représente un point culminant dans l'histoire de la culture indo-islamique, une période de synthèse et de créativité remarquable. Son héritage est un rappel puissant de l'importance d'un leadership éclairé dans la construction d'une société juste et prospère. L'on Yader Akbar Yeh est devenu synonyme de grandeur en Inde, une référence à laquelle les autres dirigeants sont mesurés. L'histoire de sa vie est une riche tapisserie de guerre et de paix, de politique et de religion, d'art et de culture, une histoire qui continue de fasciner et d'inspirer les gens du monde entier. Le fort d'Attock, construit par Akbar sur les rives de l'Indus, était un avant-poste militaire stratégique. Le vif intérêt d'Akbar pour la géographie le conduisit à commander des cartes détaillées de son empire. Il était connu pour être un joueur de polo qualifié et un participant enthousiaste à ce sport. Le jeu de Hada Chopar Yeux, une forme ancienne de Ludo, était un passe-temps favori à la cour d'Akbar, parfois joué avec des pièces humaines sur un plateau géant. La compassion d'Akbar s'étendait aux criminels, et il cherchait souvent à les réformer plutôt qu'à simplement les punir. Il créa des hôpitaux et des dispensaires dans tout son empire, fournissant des soins médicaux gratuits aux pauvres. Ses efforts pour promouvoir l'éducation comprirent la création d'écoles et de collèges pour les hindous et les musulmans. Le mécénat d'Akbar pour la littérature ne se limitait pas aux persans. Il soutenait également des poètes et des écrivains dans d'autres langues indiennes. Le Ega Tutinama, Conte d'un perroquet, une collection illustrée d'histoires, fut un autre projet artistique important de son règne. Le règne d'Akbar fut une période d'enquête scientifique importante, avec des avancées en astronomie et en mathématiques. Son charisme personnel et son accessibilité firent de lui une figure aimée parmi ses sujets. Les histoires de ses visites impromptues à la ville déguisée pour jauger l'humeur de son peuple sont légendaires. Sa capacité à pardonner à ses ennemis et à les intégrer dans son administration fut une clé de son succès dans la construction d'un empire vaste et stable. L'empire moghol sous Akbar était un phare de civilisation et de culture, admiré et respecté par ses voisins. L'influence d'Akbar sur les empereurs moghols suivants fut profonde, et ses politiques furent poursuivies, à des degrés divers, par ses successeurs. Même aujourd'hui, le nom d'Akbar le Grand évoque un sentiment de fierté et de nostalgie pour un âge d'or de l'histoire indienne. Son histoire est un témoignage du pouvoir d'un seul individu à façonner le cours de l'histoire et à laisser derrière lui un héritage qui transcende le temps. Les premières années du règne d'Akbar furent une lutte constante pour la survie contre les menaces internes et externes. La rébellion de son demi-frère, Mirza Hakim, le gouverneur de Kaboul, fut un défi majeur à son autorité. La campagne militaire décisive d'Akbar contre Mirza Hakim consolida son contrôle sur les frontières nord-ouest de son empire. La construction d'un nouveau fort à Allahabad, au confluent du Gange et de la Yamuna, était un mouvement stratégique pour contrôler les provinces orientales. La marine d'Akbar, bien que petite, joua un rôle crucial dans ses campagnes au Gujarat et au Bengale. Son mécénat de la musique s'étendait à toutes les formes, du style classique drupade à la musique dévotionnelle qawwali des soufis. Le Heguteri, Alfi, Histoire du millénaire, une histoire du monde islamique, fut un autre projet littéraire majeur commandé par Akbar. L'intérêt d'Akbar pour la religion comparée n'était pas seulement une stratégie politique, mais une véritable quête intellectuelle. Il croyait qu'il y avait de nombreuses routes vers Dieu et qu'aucune religion unique n'avait le monopole de la vérité. Son approche syncrétique de la religion, bien que controversée, était une tentative audacieuse de créer un terrain d'entente pour ces divers sujets.
Le règne d'Akbar vit une augmentation significative du commerce avec l'Europe, en particulier avec les Portugais et les Anglais. L'envoyé anglais, Ralph Fitch, qui visita la cour d'Akbar, fut émerveillé par la richesse et la grandeur de l'empire moghol. La fascination d'Akbar pour la chasse n'était pas seulement un sport, mais aussi un moyen de rester en forme physiquement et d'explorer les vastes territoires de son empire. Il était connu pour ses techniques innovantes de chasse, telles que le Egaba, Kamarga, Yeu, un encerclement à grande échelle d'animaux de gibier poinçel. Son courage personnel était légendaire. On dit qu'il combattit et tua une tigresse qu'il attaqua lors d'une chasse. Le style architectural qui se développa pendant le règne d'Akbar, connu sous le nom de style akbari, se caractérise par son utilisation de grès rouge et sa fusion d'éléments hindous et islamiques. Le tombeau de Humayun à Delhi, construit sous le patronage d'Akbar, est un chef-d'œuvre de l'architecture moghole primitive et un précurseur du Taj Mahal. L'héritage de tolérance religieuse et de syncrétisme culturel d'Akbar est un antidote puissant aux forces du sectarisme et de l'intolérance qui affligent le monde aujourd'hui. L'histoire d'Akbar le Grand est une source d'inspiration intemporelle pour tous ceux qui croient au pouvoir de l'unité, de la diversité et du leadership éclairé. L'éducation d'Akbar n'était pas dans les lettres, mais dans les arts pratiques de la gouvernance et de la guerre. Il apprit plus de son observation attentive du monde qui l'entourait que de n'importe quel livre. Son analphabétisme n'était pas un signe d'ignorance, mais plutôt un témoignage de son génie unique et non conventionnel. Le paysage politique de l'Inde, au moment de l'avènement d'Akbar, était fragmenté et chaotique. La dynastie Suri, qui avait renversé son père, contrôlait encore une grande partie du nord de l'Inde. Le jeune Akbar dut prouver sa valeur en tant que dirigeant et guerrier dès le début. Bairam Khan, son régent, était un stratège brillant mais souvent impitoyable qui guida Akbar à travers ses premiers défis. Le renvoi de Bairam Khan en 1560 marqua la prise de contrôle totale de l'empire par Akbar Panther. Le mariage d'Akbar avec Jodhabai n'était pas seulement une alliance politique, mais aussi un symbole de son engagement envers l'unité hindoue-musulmane. Il autorisa ses épouses, Rajputs, à pratiquer leur propre religion librement au sein du palais moghol. Les guerriers Rajputs qui rejoignirent l'armée d'Akbar devinrent certains de ses commandants les plus fidèles et les plus fiables. La bataille de Haldigati contre Maharana Pratap de Mewar fut un conflit féroce et sanglant. Bien que les Moghols aient gagné la bataille, la résistance de Maharana Pratap devint un symbole du courage Rajput et de l'amour de la liberté. Le système administratif d'Akbar était conçu pour être efficace, équitable et réactif aux besoins du peuple. La division de l'empire en provinces, Suba, district, Sarkar et sous-district Argana, créa une structure administrative bien définie. Le Yaga Kotwal Iye, le chef de la police de la ville, était responsable du maintien de l'ordre public dans les zones urbaines. Le Yagua Kazi-Yo, le juge, administrait la justice basée sur la loi islamique pour les musulmans, tandis que les hindous étaient gouvernés par leurs propres lois religieuses. Les politiques économiques d'Akbar favorisèrent une période de prospérité et d'urbanisation sans précédent. La croissance des industries textiles du coton et de la soie fit de l'Inde un exportateur majeur de textiles dans le monde. La construction d'un vaste réseau de routes et de sérails, maisons de repos, rendit les voyages et le commerce plus sûrs et plus faciles. Les débats de l'Ibadakana étaient une expérience audacieuse de dialogue interreligieux, sans précédent dans l'histoire du monde. La propre foi d'Akbar évolua au fil du temps, passant de l'islam orthodoxe à une forme de spiritualité plus mystique et éclectique. Il fut profondément influencé par la philosophie soufie de Akaywadat Ujud Yo qui voit le divin dans toute la création. Le Dini Ilahi était l'aboutissement de sa quête de toute une vie pour une religion universelle qui pourrait unir toute l'humanité. La cour d'Akbar était un aimant pour les artistes, poètes, musiciens et érudits de tout le monde islamique et au-delà. La fusion des traditions artistiques persanes et indiennes créa un langage visuel nouveau et vibrant. L'école de peinture moghole, qui commença sous Akbar, allait produire certaines des plus belles œuvres d'art de l'histoire indienne. L'héritage architectural d'Akbar témoigne de son ambition, de sa créativité et de sa vision d'un empire grandiose et puissant. L'utilisation de carreaux décoratifs, de sculptures sur pierre complexes et de treillis délicats devint la marque du style architectural akbari. Les dernières années d'Akbar furent une période de tristesse personnelle et d'anxiété politique, mais il ne perdit jamais son emprise sur l'empire. Son héritage n'est pas seulement dans les monuments qu'il a construits ou les batailles qu'il a gagnées,
mais dans les idéaux de tolérance et d'unité qu'il a défendus. Akbar le Grand était un vrai Yagay, roi philosophe, un dirigeant qui combinait le pouvoir politique avec la curiosité intellectuelle et un profond sens du but moral. L'histoire de sa vie est un rappel puissant que la véritable mesure d'un dirigeant n'est pas dans la taille de son empire, mais dans la qualité de son cœur et de son esprit.